moi, j'essaye. Tu sais, quand j'en parle, je me victimise vraiment pas, puis je le vois plus comme euh, une expérience de laquelle j'ai tiré du positif parce que c'est grâce à ça que je suis la personne que je suis, que j'ai autant de résilience, puis que je suis vraiment. Tu sais, je suis quelqu'un qui aide vraiment les autres autour, puis je suis full. Je suis très empathique, puis tu sais, quand que je parle de ma vie, j'en parle positivement, j'en parle pour faire comme, hey, regarde, j'ai vécu ça, mais genre, j'ai réussi à le surmonter. Puis je suis Mhm. fière du trajet que j'ai fait, mais ça change pas que, tu sais, quand je pense à ma mère, je vais pleurer. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Quand que je pense à mes grands-parents qui vont la chercher jusqu'à leur mort, tu sais, peut-être qu'ils n'auront jamais de réponse avant qu'ils décèdent. Puis ça me fait tellement de peine parce que c'est la plus vieille, c'est leur premier bébé. L'histoire prend place à Rimouski, plus précisément en Gaspésie, en novembre 2007. On a Annie Proulx, 37 ans, qui décide de faire de l'autostop pour se rendre soit à Québec ou à Montréal. Malheureusement, encore aujourd'hui, on ne connaît pas toute la vérité, mais on sait que Annie Proulx, qui n'avait pas de voiture à l'époque, faisait souvent de l'autostop et allait souvent à Québec ou à Montréal. La dernière fois qu'elle a été vue, c'est dans le secteur de la rivière Athée, dans le coin du Bic. Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'une disparition québécoise. Ça fait vraiment longtemps que je connais cette disparition-là, que je la suis même. Même que je me rappelle, j'avais soumis un match pour le Do Network avec une personne retrouvée au Québec dans un appartement. Et Annie Proulx, je trouvais qu'il y avait des ressemblances au niveau du temps, des mensurations de la personne. Bref, j'avais envoyé le match et il avait été négatif, mais depuis ce temps-là, l'histoire d'Annie Proulx me touche particulièrement. Fait qu'on va embarquer dans l'histoire. Je vous avertis, la vidéo va être courte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. En fait, c'est un peu ça qui est dommage avec cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas d'informations. Fait que c'est pourquoi je fais une vidéo. On va vous demander votre aide pour diffuser cette histoire-là, diffuser son affiche de disparition que je vais publier sur mes médias sociaux. Fait que si vous me suivez sur les médias sociaux, partagez l'affiche de disparition. Puis on espère avoir beaucoup d'indices suite à cette vidéo. Je vous avertis, je ne suis pas dans mon studio d'habitude. Normalement, vous savez, je suis devant ma grosse bibliothèque. J'ai déménagé en région et on attend l'ébéniste pour qu'ils construisent ma bibliothèque. Fait que j'ai pas de studio chez nous en ce moment. Et ça donne que je suis dans le studio, bien entendu, à Montréal, le studio de mes amis Thomas et Steph. Fait que j'en profite là, pour tourner une vidéo, mais c'est vraiment juste temporaire jusqu'à temps que j'aille mon studio chez moi, à moi. Fait que c'est vraiment pas une solution permanente, mais je pense que ça fait l'affaire pour le moment. Donc maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de Annie Proulx. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Annie, elle a 2 sœurs et 2 enfants. D'ailleurs, c'est sa fille Billy Samantha, qui a 27 ans aujourd'hui, qui m'a écrit un email pour me demander de parler de sa maman. Et c'est sûr que j'ai tout de suite accepté parce que son histoire m'a beaucoup touchée parce qu'elle n'a pas été médiatisée du tout à l'époque. C'est en 2007, ça fait déjà un petit moment, presque 15 ans. Ça n'a pas été médiatisé, puis moi, vous savez, les cas pas médiatisés, j'ai envie de les médiatiser. Ça n'a pas été pris au sérieux. Vous allez voir aussi la réaction de la police à l'époque, c'est très frustrant. Puis je le dis depuis longtemps, je l'écris dans mes livres, puis même en parlant à Billy Samantha, elle était là, oui, oui, je sais, Victoria, que t'en parles souvent, pas parce que tu pratiques un métier qui a mauvaise réputation, pas parce que tu as des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, que tu mérites pas d'être retrouvée. Puis c'est un peu le cas d'Annie Proulx. J'ai l'impression que sa disparition à l'époque n'a pas été prise au sérieux parce que justement, elle avait des problèmes, elle pratiquait pas un métier conventionnel, puis les policiers ont juste pensé que c'était mise dans le trouble elle-même, puis ça valait pas la peine de la chercher. Mais elle a quand même 2 enfants qui ont dans trentaine aujourd'hui, fait que ça doit être vraiment difficile de grandir sans ses parents, sans sa mère. Et honnêtement, je vais vous le dire, c'est probablement l'une des vidéos où j'ai le moins d'informations. Vous allez peut-être me dire, pourquoi tu fais une vidéo si tu n'as pas d'informations à nous donner? Je vais vous donner la base, ce que je connais,
puis j'ai parlé, bon, c'est ça, à sa fille. Elle m'a vraiment tout transmis. Elle a même parlé à l'enquêtrice sur le dossier en ce moment, qui a pu répondre à mes questions. Mais je pense que c'est important, justement, d'en parler puis de recueillir des informations grâce au public. Puis c'est un peu ça le but de ma chaîne, là, c'est de faire un genre de récapitulatif de l'histoire, donner les faits, puis on embarque ensemble. Donc, Annie Proulx, 37 ans, habite à Rimouski. Elle est née en 1970 et c'est l'aînée de 2 sœurs. En fait, ce sont 3 sœurs, donc Chantal, Valérie et Annie, c'est l'aînée. Au moment des faits, Billy Samantha avait 11 ans et son frère, Jimmy, avait 16 ans. Fait que il était fraîchement dans l'adolescence quand c'est arrivé. Ça a dû être extrêmement difficile pour eux. Tu sais, moi, j'ai rencontré, pour une autre histoire, l'histoire de Nathalie Godbout, j'ai rencontré son fils qui n'a pas connu sa mère. Je pense qu'elle a disparu il y avait 1 an. Puis encore aujourd'hui, ça lui a créé des traumas là, assez importants, de l'anxiété. Puis il cherche sa mère, puis il en parle avec beaucoup d'émotion. Là, je pense au cas de Nathalie Godbout. Fait que je peux même pas m'imaginer quand t'es dans l'adolescence puis ta mère disparaît, comment les torts que ça peut te causer. Pour vous décrire Annie rapidement, c'était une artiste. Elle voyait du beau partout. Puis la façon qu'on me l'a décrit, ça l'a vraiment rendue attachante à mes yeux. Vous allez voir, je suis sûre que vous allez trouver ça aussi. Et je crois que c'est important quand même de vous parler de ses bons côtés plutôt que du mauvais, parce que vous allez voir les raisons derrière sa disparition. J'ai l'impression que c'est important de l'humaniser en ce moment, puis qu'on la voit, c'est ça, comme une victime, mais qui avait des bons côtés malgré tout ce qu'on va dire sur elle, tout ce que le peu de médias a dit sur elle. Donc, Annie Proulx, elle avait beaucoup de talent artistique. Elle dessinait, elle faisait de la peinture, elle jouait de la musique, de la bass, de la guitare, elle chantait. Comme sa fille dit, elle était vraiment free-spirited, là, elle était libre. Elle était super extravagante aussi. Elle se teignait les cheveux toujours de plein de couleurs différentes. Maintenant, elle a raté une teinture, puis ses cheveux sont devenus verts. Une autre fois, elle s'est faite des cheveux léopard elle-même à la maison. Un autre exemple que Billy m'a donné, que ça m'a vraiment touchée, elle prenait, tu sais, des téléphones là, comme ça, puis avec la tonalité, elle réussissait à faire une chanson d'Iron Maiden avec la tonalité des touches de téléphone. Bref, vous voyez qu'elle était très artistique. Annie, elle adorait les animaux. Elle voulait sauver tous les animaux qu'elle rencontrait. Tous les animaux abandonnés, elle les ramenait chez elle. À la maison, elle avait une couleuvre que Billy avait retrouvée. Là, fait qu'elle a sauvé la petite couleuvre. À la maison, il y avait aussi des souris, des rats, une perruche, des chiens, des chats et des cochons d'Inde. Vous voyez le genre, c'était carrément un zoo. Puis apparemment qu'elle était aussi comme ça avec les humains. Elle voulait toujours aider tout le monde. Elle avait le cœur sur la main. Elle était très, très généreuse, du mieux qu'elle pouvait. Puis malheureusement, ça pouvait lui nuire parce qu'elle voulait donner tout à tout le monde avant de penser à elle-même. Elle avait aussi un très, très gros caractère et ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle était super drôle aussi, elle était tout le temps en train de faire des jokes, elle était vraiment funny, elle était le fun à être autour. Elle avait vraiment un gros caractère, par exemple, elle se laissait pas marcher ses pieds, mais elle était quand même de très bonne compagnie, malgré tout. Et on peut dire que c'était pas toujours facile pour Annie et son entourage, puis c'était un peu de ça que je parlais quand je parlais des mauvais côtés de Annie. Annie souffrait de toxicomanie. Donc, elle avait des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme et des problèmes de santé mentale, donc elle était bipolaire. Assez jeune, Billy et son frère ont malheureusement dû être placés en famille d'accueil parce que leur mère ne pouvait pas s'en occuper. Et de ce que j'ai compris, le père n'était pas trop dans le décor. Là. On n'en parlera pas, mais c'est pas un suspect, puis il n'était pas dans le décor. Mais je pense aussi que c'est faire preuve de maturité, puis aussi c'est aimer ses enfants quand tu réalises que tu dis, tu sais, moi, je suis pas capable de m'en occuper. Je vais les placer dans une famille d'accueil pour leur donner une chance de réussir. Puis je pense que c'est ça, avec du recul, on peut constater ça, que parfois aimer quelqu'un, c'est de s'en éloigner, si on veut. Puis peut-être qu'Annie, elle avait eu, à ce moment-là, la maturité de faire ça. Mais il faut le dire quand même, tu sais, Billy, elle a passé les 7 premières années de sa vie avec sa mère. Puis Jimmy, lui, a passé les 12 premières années de sa vie avec sa mère. Donc, on peut dire qu'ils l'ont quand même très bien connu. Et tu sais, malgré tout, Billy et Jimmy restaient très, très proches de leur mère. Ils se rendaient visite là, assez régulièrement. Elle les appelait toujours. Elle leur envoyait des lettres. Jamais elle ne manquait un appel pour les anniversaires, pour les fêtes, pour Noël. Et on peut voir que ses enfants, c'était ce qu'elle avait de plus précieux, même si la relation n'était pas toujours idéal. Et vous devez vous demander pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, l'enquête initiale n'avait pas vraiment été faite. Là. Elle a été mise sur pause pendant longtemps, mais là, il y a une nouvelle enquêtrice qui a repris le dossier, qui réinterroge des témoins. Mais à l'époque,
La disparition de Annie avait très vite été classée comme un suicide, alors qu'il y a vraiment aucune raison que ce soit une théorie pertinente. Il n'y a rien qui pointait vers le suicide. Je sais que parfois, quelqu'un veut s'enlever la vie, puis il n'y a aucun signe avant-coureur, puis vraiment, le suicide semble sorti de nulle part, là. Mais pour la disparition d'Annie, c'était pas ça, là. C'était vraiment pas... tous les proches le disent, c'était impossible qu'elle s'enlève la vie à ce moment-là, du moins. 10-12 premières années de l'enquête, l'ancien enquêteur qui était sur le cas a mis ça en dessous du bureau, puis lui, c'était classifié comme un suicide. Ah, OK. Ouais. Fait que, tu sais, puis moi, j'ai essayé de rentrer en contact avec plusieurs fois, puis c'était toujours sans retour. C'est ça, c'était classifié comme un... C'était... Lui, dans sa tête, il n'y avait pas de corps, mais c'est pas grave, c'est un suicide quand même. Hey, mais ils ont bien fait de reprendre le dossier, c'est le fun, ça. Oui, puis tu sais, l'enquêtrice qui est sur le cas en ce moment, c'est une perle, là. À chaque mois, elle me fait des updates, puis on essaie de se voir le plus souvent possible, on évalue toutes les pistes. Tu sais, depuis qu'elle est sur l'enquête, ça l'a bougé un peu, mais c'est... Ouais, mais l'important aussi, des fois, c'est de fermer des portes. C'est-à-dire, OK, C'est ça. on élimine cette possibilité-là, ça aussi, tu sais. Donc, pour ce cas-ci, c'est vraiment difficile d'avoir une ligne du temps assez claire parce qu'on sait pas exactement la dernière fois qu'elle a été vue ou quand elle a quitté, ni pourquoi. Puis vous allez voir qu'on sait pas grand-chose finalement. Mais on sait que la dernière fois que Annie a officiellement été en contact avec sa famille, c'est le 18 novembre 2007. Donc, elle a appelé sa sœur Chantal, puis c'est son neveu Steven, qui avait 13 ans à l'époque, qui a répondu au téléphone. Et selon Steven et Chantal, Annie était vraiment de bonne humeur cette journée-là. Elle était d'humeur joyeuse, même affectueuse. Elle a dit à Steven qu'elle l'aimait beaucoup, qu'elle était fière de lui, puis qu'elle savait qu'elle allait réaliser de grandes choses dans la vie. Donc, elle lui a dit ça avant qu'il la prête à sa mère, Chantal. Moi, quand on me dit ça, j'étais comme, tu sais, ça sonne quelqu'un qui dit ses adieux. Mais en même temps, selon Chantal et Steven, quand ils ont reçu l'appel, Annie semblait pas à jeun. Donc, probablement qu'elle avait consommé de la drogue ou de l'alcool parce que, bon, elle avait des problèmes d'alcool, fait qu'elle en consommait quand même régulièrement. Fait qu'ils ont senti qu'elle était pas à jeun. Tu sais, elle allait bien, mais elle était pas à jeun. Fait que ça se peut aussi quand tu es un peu sous l'influence de l'alcool que tu veuilles faire des grandes déclarations d'amour à tes proches. Tu sais, on peut comprendre. Puis en même temps, je sais pas pour vous, mais moi, mettons que je parle pas toujours à mon neveu. Quand je veux lui parler, je vais lui dire que je suis fière de lui puis que je l'aime. Tu sais, quand tu lui parles pas souvent, tu veux lui dire des belles choses. Fait que moi, je sens que c'est plus cette vibe-là, là, la conversation. Ensuite, elle a parlé à sa sœur Chantal. Encore là, elle semblait heureuse, elle était allumée. C'était une conversation normale. Annie a fait des petites blagues à sa sœur, comme on taquine nos frères et sœurs, finalement. Quand les deux sœurs ont raccroché, ils se sont promis qu'elles allaient se rappeler très bientôt. En fait, c'était en novembre, début novembre. Il y avait le temps des fêtes qui s'en venait. Elles ont prévu se rappeler pour le temps des fêtes. Puis c'est malheureusement le dernier contact officiel que Annie a eu avec sa famille. Après ça, il y a certains témoins qui ont dit avoir vu Annie en train de faire du pouce, donc de l'autostop, au Bic, à Rimouski, le 30 novembre. Et ça, c'est la dernière fois qu'on croit l'avoir vue. Malheureusement, on peut pas être sûr à 100% que c'était elle, parce qu'il y a certains témoins qui disent que oui, c'était elle, puis il y a d'autres témoins qui disent que non. Fait que ça, c'est ce qu'on me dit comme information. Moi, j'étais comme, il y avait combien de témoins qui l'ont vu au Bic en train de faire du stop, de l'autostop? Mais apparemment que les témoins qui l'ont vu, ils connaissaient Annie. Donc ça, c'est un témoignage crédible. Quand tu connais la personne, puis surtout quand tu as des preuves, photos reçues ou quoi que ce soit, mais là, quand tu es capable d'identifier la personne grâce à certains détails, puis quand tu la connais personnellement, là, ça rend ce témoignage crédible. Et c'est inscrit dans son avis de disparition. La dernière fois qu'elle a été vue, c'est en train de faire l'autostop au Bic. Même si c'est pas prouvé à 100%, on est pas mal sûr que c'est ça. Et si on y pense, c'est vraiment pas impossible parce que l'autostop, c'était vraiment le moyen de transport principal de Annie, qui avait pas de voiture. Fait qu'elle voyageait beaucoup en autostop. Même que Billy me dit « Ah oui, moi, je me rappelle avoir fait de l'autostop avec ma mère quand j'étais plus jeune. » Ça peut vraiment paraître choquant aujourd'hui en 2024, mais en 2007, à Rimouski, d'après moi, c'était assez fréquent de faire du pouce. Là. C'était pas aussi dangereux. Ça l'était peut-être autant dangereux, mais on était moins au courant, peut-être. Bref, si ces témoignages-là sont vrais, on sait pas pourquoi elle est partie de Rimouski, ni où elle allait. On pense qu'elle allait probablement vers Montréal ou Québec,
qui sont 2 grosses villes comparées à Rimouski, parce qu'elle allait quand même souvent dans ces villes-là. Puis je veux quand même prendre un moment pour vous dire pourquoi on croit qu'elle est allée là, parce que ça explique vraiment le mode de vie d'Annie, puis je pense que c'est quand même important dans l'histoire. Comme j'ai dit, Annie prenait de la drogue, de l'alcool régulièrement et souffrait de bipolarité. Et les 3 mélangés ensemble, c'est vraiment pas un bon mix, malheureusement. Et selon sa famille, elle ne croit pas qu'Annie était traitée pour sa bipolarité à cette époque-là. Donc, prenait pas de médication, n'était pas rencontrée par des psychiatres, psychologues, quoi que ce soit. Donc, c'est difficile de savoir, là, peut-être qu'elle était dans une manie à ce moment-là, en dépression, on ne le sait pas. La famille a fait une demande pour avoir accès à son dossier médical. Ils n'ont pas encore eu de retour. Là. Je pense qu'ils vont avoir un retour dans quelques mois. Mais ça va peut-être pouvoir nous éclairer. C'était quoi son état mental au moment des faits? Sinon, à part ça, il faut quand même le dire, Annie était travailleuse du sexe, ce qui malheureusement, je crois, qui a beaucoup influencé la couverture médiatique de sa disparition. Je pense pas qu'au début des années 2000, c'était autant accepté, le travail du sexe, qu'aujourd'hui. J'ose croire qu'aujourd'hui, ça serait différent. Puis on chercherait pas moins une personne à cause qu'elle est travailleuse du sexe. Je pense pas que ça soit encore comme ça, mais c'est sûr que ça a pesé dans la balance à l'époque, malheureusement. Donc, à Rimouski, Annie était reconnue pour vendre ses services à domicile. Donc, elle faisait de la prostitution à domicile, mais aussi, on croit qu'elle vendait de la drogue. On sait aussi qu'elle dansait dans les bars de Rimouski, mais ça, c'était avant d'avoir son premier enfant. Après la naissance de ses enfants, on pense pas qu'elle dansait, mais sa famille pense pas qu'elle continuait à danser. Même qu'elle a été dans une agence de danse, de danseuse, dans les années 90. Elle allait souvent à Timmins, en Ontario, où elle dansait dans les bars. Sinon, à Rimouski, on sait qu'elle fréquentait des bars comme la Boulathèque, le Campus ou l'Éden, mais encore là, on ne croit pas qu'elle dansait encore. Donc là, si on sait qu'elle faisait de l'autostop pour se rendre peut-être à Montréal ou à Québec, puis on sait qu'elle était travailleuse du sexe, on peut se poser la question si elle allait rencontrer un client, donc offrir ses services à domicile dans des plus grosses villes. Peut-être aussi qu'elle allait vendre de la drogue. Ce qui me surprendrait un peu plus parce que, bon, il y a des vendeurs de drogue un peu partout, là, dans des grosses villes. Fait que je pense pas qu'elle soit partie de Rimouski pour aller vendre la drogue, mais on sait pas. Ou une autre option, c'est peut-être aussi qu'elle avait des dettes. Puis elle essayait de s'enfuir un peu. Peut-être que quelqu'un lui voulait du mal. Peut-être qu'elle était harcelée par un vendeur de drogue, justement. Puis elle essayait de s'enfuir de ses dettes un peu. Et si elle est embarquée dans la voiture de quelqu'un, il y a des gens qui l'ont liftée, là, qui l'ont transportée de Rimouski à Montréal ou Québec. Il y a eu un conducteur. Puis il y a eu quand même quelques avis de disparition, mais pas assez, je pense, pour toucher le Québec en entier. Fait qu'on sait pas, tu sais. Mais c'est sûr que quelqu'un l'a vu. C'est sûr que quelqu'un a été témoin. C'est pour ça que c'est important de faire des appels à témoins puis diffuser des disparitions au moment des faits. Mais ce qui est vraiment frustrant, c'est que quand la première enquête a été faite, il y a plein de témoins qui n'ont pas été interrogés. Et il y a plein de témoins qui ont été interrogés qui étaient sous l'effet de la drogue ou de l'alcool à ce moment-là. Et là, l'enquêtrice présente, qui est apparemment super bonne en ce moment. Celle qui refait l'enquête, elle interroge, elle interviewe des témoins, mais il y a plusieurs témoins qui sont morts aujourd'hui, qui se rappellent pas. Puis il y a des témoins qui disent, ben justement, j'étais vraiment sous l'influence de la drogue à ce moment-là, je me rappelle de rien. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment dommage que ça n'a pas été fait comme il faut à l'époque. Puis c'est vraiment frustrant parce que les témoins, c'était des gens qui l'ont vu faire du pouce, des anciennes fréquentations qu'elle avait, des amis qui la connaissaient, des gens qui disaient l'avoir vue à d'autres endroits après sa disparition, puis ils n'ont pas été interrogés ou ils ont mal été interrogés. Bref, il aurait vraiment pu avoir des informations ultra importantes, ultra intéressantes, mais là, aujourd'hui, il est comme trop tard, là, à moins qu'on ait de nouvelles informations, là. Et c'est important de dire aussi que c'était pas la première fois que Annie disparaissait. Ça arrivait qu'elle disparaissait pour des longues périodes de temps, sans donner de nouvelles. Peut-être qu'elle partait sur des dérapes, là, on sait pas. Encore là, si elle souffrait de bipolarité, ça se peut qu'elle disparaisse quelques mois, mais elle finissait toujours par revenir. Puis c'est un peu pour ça aussi que sa disparition n'a pas été signalée comme automatiquement, parce que ça a pris du temps avant qu'on réalise qu'elle donne plus de nouvelles, qu'elle a disparu. Elle avait pas de compte à rendre à qui que ce soit, là, ses enfants ils étaient plus avec elle, bon, elle avait sa famille, mais ils se parlaient pas à chaque jour, j'imagine. Fait que sa famille a attendu un peu en se disant, bon, elle va revenir comme d'habitude, mais là, elle n'est pas revenue. En fait, ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait quand elle n'a pas appelé qui que ce soit pour Noël, alors que
Elle appelait toujours ses proches pour Noël. Puis quand elle n'a pas appelé sa mère à son anniversaire, là, il y a eu une cloche qui a sonné, puis ils se sont dit, OK, c'est pas normal, il y a de quoi qui cloche. Et c'est en février, exactement le 8 février, qui ont signalé sa disparition. Puis malheureusement, là, on parle de 3 mois depuis sa disparition. Elle a disparu en novembre. Février, on signale sa disparition. Puis ça n'a pas été vraiment pris au sérieux au départ. Fait qu'il y a beaucoup de temps qui a passé. Malheureusement, le temps est très, très précieux lors d'une disparition. Puis là, 3 mois après, c'est très tard. Et malheureusement, après ça, il n'y a pas eu d'autres informations sur la disparition de Annie Proulx. Tu sais, il y a même une personne qui avait contacté ma grand-mère pour dire qu'elle l'avait vue dans le métro à Montréal. OK. Puis je suis même pas sûre que ça l'a été... Je suis même pas sûre qu'ils ont envoyé quelqu'un à ce moment-là, là, tu sais. C'est fou. Il aurait pu checker les caméras de surveillance ou... C'est ça. Et bon, je sais que c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais moi, je suis très, 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 très sceptique des médiums. Mais quelque chose que je remarque, c'est quand je parle aux familles de personnes disparues ou assassinées, elles vont souvent se retourner vers le paranormal un peu pour les aider à trouver des réponses parce que, tu sais, quand ça fait 10 ans qu'il n'y a rien qui avance, des fois, tu te dis, ben peut-être que je vais chercher de l'aide ailleurs. Puis je peux totalement comprendre, je ferais la même chose. Mais c'est sûr qu'on sait qu'il y a des charlatans. Mais aussi, dans d'autres cas, on sait que des médiums ont aidé des enquêtes policières. Donc, Billy Samantha, elle a consulté une voyante. Et écoutez ce que la voyante a dit comme information par rapport à sa mère. C'est assez intéressant, puis c'est pas une théorie qui est si folle que ça. Moi, j'ai consulté quelques médiums. Ouais. Parce que tu sais, on n'a pas d'autre option. Fait que on fait tout ce qu'on peut, là. Puis, tu sais, la dernière que j'ai vue, c'est vraiment une professionnelle là, très connue. Puis, tu sais, on est allé là, puis c'était très personnel comme interaction. Puis, dans le fond, elle passe le message de la personne à qui tu veux parler. Puis, tu sais, ce qu'elle m'a dit, c'est que ma mère serait partie de son plein gré pour nous protéger. Parce qu'il y aurait quelqu'un qui était après elle, puis de rester avec nous, ça aurait pu être dangereux pour nous. Ça a du sens, ça se pourrait, ça, quand même. Puis, c'est ça. Moi, tu sais, ça fait des années que je le pense, que c'est ça. Parce qu'elle serait jamais que elle serait partie sans nous donner de nouvelles, sans rien. C'est sûr qu'il y est arrivé quelque chose parce que, tu sais, ma mère, c'est le genre de personne que quand j'étais jeune, elle prenait le bateau parce que, dans le fond, ma famille était à Bécomo puis mes grands-parents étaient à Matane. OK. Quand on était jeune, c'est arrivé qu'elle a manqué le bateau parce qu'elle est arrivée un petit peu en retard puis elle a appelé le capitaine puis elle était comme soit servir de bord ou soit je me pitche à l'eau. Fait que, OK, c'est malade. fait qu'il a reviré parce qu'il la connaissait, là. Fait qu'il sait qu'elle l'aurait faite. Fait que, tu sais, elle était vraiment... tu sais, si elle avait quelque chose en tête, elle le fait, là. Fait que si elle était encore vivante, c'est sûr qu'elle nous aurait donné des nouvelles. S'il n'y avait pas quelque chose qui l'empêchait d'être avec nous autres, elle serait là. Ouais. Elle nous aurait appelé, elle aurait trouvé un moyen de nous communiquer, elle aurait envoyé une lettre, elle aurait été au poste de police pour juste nous appeler, là, tu sais. Elle aurait trouvé tous les moyens qu'elle pouvait pour ça. Fait que, tu sais, moi, je pense vraiment que, tu sais, mes parents avaient beaucoup de dettes de drogue. Okay. Autant mon père que ma mère. Ils ont déjà rentré chez mes grands-parents parce qu'ils cherchaient mes parents. Tu sais, c'est vraiment... il y avait du monde après eux autres. Puis je suis sûre que, justement, pour pas que ça se vire contre nous, ben, elle est partie. Donc voilà pour la vidéo. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Vous allez peut-être vous dire, j'ai-tu perdu mon temps en regardant cette vidéo-là? Honnêtement, non. Tu sais, quand je parle de true crime actif puis du true crime éthique, c'est un bon exemple en ce moment. Soyez des auditeurs actifs et éthiques. Partagez la vie de disparition. Si vous faites ça, là, vous pouvez vraiment aider. Même si vous habitez en France, là, puis vous dites, pas en France, c'est ça. Partagez. Plus que de partage, plus ça tombe dans l'algorithme, plus c'est partagé, puis plus on peut toucher de monde. Bon, vous comprenez le principe. Je pense que c'est important d'en parler, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Pour terminer, je vais vous donner une petite description de Annie Proulx. Elle mesure 1,56 m, donc 5 pieds 1. Elle est tout petite, là, tu sais, c'est pas grand monde qui mesure 5 pieds 1. Elle pesait 45 kilos au moment des faits, donc 100 livres. Elle avait les cheveux longs, de couleur blond, les yeux bleus,
puis elle a des tatouages au bras. Si vous avez quelconque information, vous pouvez joindre les numéros dans la barre de description. Je vais tout laisser les informations dans la barre de description. Si vous voulez transmettre des informations à Billy, si vous voulez pas parler à la police, puis vous voulez directement parler à sa fille, qui, elle, va transmettre les informations à la police, vous pouvez me contacter. Moi, je vais vous mettre en contact avec Billy Samantha. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Over and out.